considérées comme rébarbatifs et souvent mal réalisés au cabinet dentaire, qui sont les obligations réglementaires, les affichages, la RGPD, les différents contrôles à effectuer. Lorsqu'on s'installe, on porte surtout notre intérêt sur le matériel, sur l'ergonomie du cabinet, les normes d'installation, mais on délaisse un peu toute cette paperasse obligatoire. Donc, pour nous éclairer et nous aider, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Patrick Bonne, que je connais bien parce qu'il fait partie de l'équipe de l'UFSBD en tant qu'expert de la formation continue, mais qui est aussi coordinateur du DU de la démarche qualité au cabinet dentaire de la faculté de Bordeaux. Je lui laisse la parole pour nous exposer avec enthousiasme tous ces aspects réglementaires. Merci Xavier, bonsoir à tous. Donc oui, comme vient de vous l'expliquer Xavier, le problème c'est que, déjà le problème, il faudrait qu'il arrête d'être bloqué, cet ordinateur, ça serait parfait, voilà, merci. Le principe c'est quoi? C'est que on a de plus en plus de contrôles qui ont lieu, alors c'est pas pour vous faire peur, c'est une réalité, on a des obligations, etc. et on n'a pas été formé à ça pendant qu'on a fait nos études. Donc l'idée, c'est que j'ai eu l'idée de faire cette formation, qui bien sûr est beaucoup plus développée quand je le fais dans le cadre d'une journée. Et sur cette formation, je vais vous donner toutes les astuces pour éviter de vous faire piéger lors des différents contrôles. Donc il y a des choses à savoir, et notamment une des premières, quand vous avez une assistante dentaire ou même une femme de ménage, vous devez connaître le code du travail avec les obligations qui vont avec, et ça, vous ne le faites pas, vous ne le savez pas, parce qu'on ne nous l'a pas appris pendant nos études. Donc, le principe, c'est qu'il y a des obligations à respecter dans le cabinet dentaire. Vous avez le code déontologie, le travail, les recommandations de l'HAS, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, etc. Xavier en a parlé, il y a les normes à respecter, mais elles bougent tout le temps, donc il faut savoir. Donc vous allez voir par des systèmes de veille, vous pouvez facilement être au courant de ce qui sort. Et ensuite, comment je vais arriver à faire tout ça? En bien paramétrant mon logiciel et en réalisant ce qu'on appelle des traçabilités. Alors, il n'y a pas que la traçabilité matériaux-vigilance, pharmacovigilance, il y a aussi la maintenance des appareils ou quoi que ce soit et ce qu'on va venir me chercher dans les cas des contrôles. Alors, on va commencer déjà par quelque chose qui est apparu il n'y a pas très très longtemps, ça s'appelle le RGPD, donc le Règlement général pour la protection des données. Ce RGPD est venu à la place de ce qu'on appelait la CNIL, la Commission nationale informatique liberté, et cette CNIL avait pour but que nous déclarions à l'endroit où nous travaillons physiquement qu'il y avait un fichier numérique de patients avec des données qui ont besoin d'être sécurisées parce qu'elles touchent à la vie privée des patients. Et donc, on avait une obligation de faire, c'était le formulaire numéro 50 au niveau de la CNIL. Donc maintenant, le RGPD a effacé tout ça et on doit respecter les recommandations du RGPD. Alors, ce n'est pas spécialement compliqué, mais il y a des éléments à retirer là-dedans et surtout des affichages à faire parce que vous allez être contrôlé là-dessus. Alors, le RGPD, donc, il faut que seules les personnes dans le cabinet, bien sûr, y ont accès, comme le secret médical avec nos assistantes, etc. Et pour un enfant mineur, il y a des éléments différents qui sont arrivés, avec notamment la possibilité de demander à l'enfant mineur, quand il est en âge de comprendre, si on doit donner des informations concernant un des parents, pour voir, parce qu'on ne peut pas donner des informations à n'importe qui. Alors ensuite, donc, pour nous, les chirurgiens dentistes, il va falloir faire simplement un registre et quatre fiches à peu près qui vont traiter, qui vont expliquer les traitements des données que l'on a chez nous. Voilà, ça se résume souvent à ça, le RGPD. Donc, il y a une fiche qui va concerner le suivi des patients, l'autre la gestion des salaires, c'est-à-dire le comptable, etc. La gestion des fournisseurs, avec en premier les prothésistes, puis après les fournisseurs, carrément, Gémichine, GACD, vous mettez ceux qui vous plaisent. Disposition de sécurité des locaux, tous les systèmes que vous avez mis pour protéger ce fichier, c'est-à-dire l'alarme au niveau du cabinet, les ordinateurs portables qui pourraient être kidnappés, donc on va les protéger avec des antivols, etc. Et si vous avez une vidéosurveillance, il va falloir déclarer la vidéosurveillance. Ce fameux registre va être une liste qui va ressembler grosso modo à la table des matières, puis après les 4 fiches qu'on voit. Voilà, ça c'est par exemple le registre en question de mon cabinet. C'est écrit un peu petit, bien sûr, la journée de formation, je le mets en plus gros et vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Puis après, les 4 fiches qui concernent le fichier patient, la gestion des salariés, les fournisseurs et ensuite la sécurité au niveau du cabinet. Alors, pour ne pas m'embêter, vous avez plusieurs sources. Soit vous allez chercher ces fiches sur le site du Conseil de l'Ordre national. À mon avis, c'est excessivement lourd et compliqué et j'ai préféré les fiches qui ont été fournies par les chirurgiens dentistes de France, les CDF, anciens CNSD,
que j'ai trouvé beaucoup plus personnel, enfin beaucoup plus pratique à utiliser. Il suffit de remplir, là où vous voyez des phrases en bleu, vous remplissez et vous êtes dans les clous. C'est fait par des avocats, donc ça marche vachement bien. Donc voilà en quoi consiste le RGPD, réaliser ce registre et ces 4 fiches. Ensuite, on doit informer les gens, les patients, qu'on a mis des choses en place pour protéger leurs données personnelles. Donc, il faut une affiche obligatoire qui doit être mise et dans la salle d'attente et surtout au lieu d'encaissement. C'est précisé dans le RGPD. Donc voilà, il y a plusieurs types d'affiches. Moi, j'en ai fabriqué une que je donne d'ailleurs quand on fait la formation. Vous avez aussi ce type d'affiche qui est proposé au niveau du Conseil de l'ordre et une autre qui est proposée au niveau des CDF, toujours pareil. Alors, le RGPD prévoit la gratuité des copies quand quelqu'un réclame son dossier parce qu'il change de département ou parce qu'il veut changer de praticien ou quoi que ce soit. Vous devez gratuitement lui donner ces données. Avant, on avait la possibilité de réclamer quelque chose parce que ça avait un coût. Là, maintenant, c'est gratuit totalement. Ensuite, le RGPD, ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a une réduction du volume des données. Donc, il va falloir apprendre à archiver et sortir de l'ordinateur des données, et notamment en ce qui concerne la télétransmission, où jusqu'à présent, on avait 3 mois de stockage des feuilles de télétransmises, et ensuite elles étaient archivées. Eh bien, on va se contenter bientôt uniquement des 3 mois de stockage, et l'archivage n'aura plus aucune utilité. Obligation de conserver ces données. Par contre, les données des patients, des soins, sont obligées d'être conservées pendant 20 ans par rapport au dernier acte. Autrement dit, il n'y a plus franchement de limite. Et donc, c'est à vous de respecter tout ça. Alors, bien sûr, dans le cours, je détaille ce qu'il faut faire. Les sanctions, si vous ne réalisez pas le RGPD, toujours pareil, on va montrer le bâton. L'amende, elle ne peut pas excéder 20 millions d'euros, ce qui est déjà pas mal, ou 4% du chiffre d'affaires annuel plutôt. Et attention aux arnaques que je vois foisonner sur la toile. Vous devez être en conformité, les amendes sont de 20 millions, donc d'entrée, il tape au plus fort, et 5 ans d'emprisonnement. Là, c'est pour jouer sur la peur. Vous ne contractez rien, vous ne signez rien, vous ne payez rien en ligne, vous faites votre registre, vous faites votre affiche, et c'est bon. On ne va pas plus loin là-dedans. Après, il y a des éléments, mais pour vous, retenez ça, et ça vous suffit amplement. Deuxième sujet auquel vous n'êtes pas habitué, le dossier médical partagé, le DMP. Alors le DMP, c'est quoi? Grosso modo, c'est le carnet de santé numérique des patients qu'ils ont toujours sur eux. Ça complète le dossier patient, mais il ne s'y substitue pas. Il comporte les diagnostics, les traitements, les comptes rendus et les radiographies. Ce qui se passe, c'est que seul un professionnel de santé peut créer un dossier médical partagé à un patient. Et une fois que celui-ci l'a créé chez une personne donc, du système de santé, mais ce n'est pas la peine de le faire ailleurs, on le fait qu'une fois pour toutes, c'est tout. Donc ce DMP, c'est une action que vous faites totalement gratuite, ça prend du temps, mais ensuite le résultat est énorme parce que ça permet par exemple, si je suis diabétique, et que j'ai un accident du côté de Strasbourg, j'habite Bordeaux, et que j'ai un accident du côté de Strasbourg et que je suis dans le coma, mais grâce au DMP, les services des urgences vont pouvoir connaître mon état, si je suis cardiaque, etc. Et on va optimiser la gestion de l'urgence, donc c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Une fois que vous l'avez créé pour le patient, et bien ensuite, chaque fois qu'il ira chez le médecin ou qu'il ira faire des radiographies ou qu'il ira à l'hôpital, tout va s'inscrire en automatique dans son DMP et il va pouvoir consulter pourquoi on le promène de service en service au niveau des hôpitaux. Alors bien sûr, c'est le patient qui va donner des accords complets ou partiels aux différentes professions. Alors par exemple, ils vont en général donner l'accord complet aux médecins, aux hôpitaux et les services d'urgence. Nous, les dentistes, nous faisons partie d'une catégorie de soignants où ils peuvent cacher des informations. Par exemple, si je prends les kinésithérapeutes, une dame peut très bien ne pas vouloir que le kinésithérapeute sache qu'elle a eu une IVG. Donc, elle peut supprimer l'information. Et donc, c'est là que ça blesse un petit peu parce que des fois, ils peuvent supprimer des informations dont on aurait besoin pour faire un diagnostic ou du moins pour ne pas se tromper dans les prescriptions, etc. Et l'accès est interdit, bien sûr, au DMP, à tout ce qui est assurance privée, mutuelle et le service de police. Le problème, pour le faire dans votre cabinet, à l'heure actuelle, ce qui était embêtant, c'est que si vous étiez dans le logiciel dentaire, il fallait quitter le logiciel dentaire, ouvrir une page Internet et aller sur le site du DMP pour créer le DMP du patient. Parce que depuis le logiciel dentaire, ça ne se faisait pas.
En 2021, déjà, ça va changer puisque, notamment, je connais bien le logiciel Julie, j'ai reçu une lettre officielle du patron de Julie qui dit bien que le DMP est totalement inclus dans Julie, il doit l'être dans les autres logiciels, et ce DMP donc, sera accessible directement depuis le logiciel dentaire. Pourquoi on ne pouvait pas l'avoir au départ? Parce que votre terminal de paiement électronique, votre lecteur de carte Sésame Vital qui fait aussi les encaissements, ne peut pas à la fois discuter avec le logiciel dentaire et avec le DMP. Voilà pourquoi, avec la nouvelle version, normalement, il devrait le faire. Si néanmoins vous voulez utiliser le DMP et le créer pour vos patients, c'est vraiment très simple. Vous allez sur le site du DMP, c'est le site qui va mettre à jour votre lecteur de Sésame Vital et il va le transformer pour qu'il soit compatible DMP. Ensuite, quand vous quittez la portion Internet du DMP, vous reprenez la main en lançant votre logiciel dentaire sur votre TPE pour le logiciel dentaire. Voilà où nous en sommes actuellement. Alors, pour le patient, c'est pratique parce que depuis Internet, il accède à son DMP. Depuis son téléphone aussi, ça existe sur les smartphones également. Comment ça va se passer? Au niveau du cabinet, je vais créer pour une fois pour toutes son identifiant national. Ensuite, je vais lui donner un mot de passe temporaire parce que je le connais, qui va lui permettre, une fois arrivé chez lui, de le transformer en mot de passe définitif. Et ensuite, chaque fois qu'il voudra se connecter sur son DMP, il recevra d'abord un SMS qui va lui donner un code provisoire qui lui laisse le temps de rentrer son mot de passe qu'il a créé. Et là, il rentre dans son DMP, il y a une double protection. Voilà, ça fonctionne de la façon suivante. Donc, Android ou Apple, ça marche dans les deux cas. Alors, le DMP, c'est bon. On va voir maintenant quelque chose d'important, et parce qu'il y a eu pas mal de plantons là-dessus, c'est les contrôles des agences régionales en santé. Eux, ils viennent pour la ST. Donc, comme je suis spécialiste en stérilisation, c'est facile pour moi de vous donner les éléments qu'ils vont contrôler. Et en plus, j'ai aussi été demandé comme expert sur différents contrôles. Alors, première chose qu'ils vont vous demander, ils vont vous demander les affichages obligatoires, c'est-à-dire que vous êtes censé avoir écrit les 10 procédures de la chaîne de stérilisation, le tri, la pré-désinfection, le lavage, le rinçage, le séchage, la mise en conditionnement, la stérilisation dans l'autoclave, la libération de la charge, le stockage et la traçabilité. Donc, ça fait à peu près 10 procédures qui devraient être transcrites dans le classeur que vous voyez au mur, c'est-à-dire des classeurs verticaux. Ça marche très, très bien. Ça ne coûte pas très cher, ça vaut 10 € chez Métro ou Office Dépôt et ça évite de perdre les documents dans les tiroirs. Ensuite, ils vont contrôler que vous avez affiché, toujours dans ces classeurs et dans le laboratoire de stérilisation, les 7 fiches de la Direction générale en santé sur la manière de faire la stérilisation, avec notamment le lavage des mains, vous les apercevez ici. Vous les avez disponibles sur le site du Conseil de l'Ordre. Donc, n'hésitez pas à y aller et à télécharger. C'est un PDF. Vous les imprimez et vous les mettez dans la salle de sté, s'il vous plaît. Ensuite, on va vous demander des checklists des fabricants. Chaque fois que vous avez acheté un matériel, ce matériel a une fiche d'utilisation. On appelle ça la checklist. Elle est totalement gratuite et vous devez la réclamer aux fabricants si vous ne l'ont pas donnée lors de la livraison de l'appareil. Et ensuite, par rapport à ces listes, vous allez finir, c'est le dernier élément qu'ils vont contrôler, ils vont vérifier que vous entretenez le matériel qui sert à stériliser. Donc, c'est la partie que vous voyez en bas à droite, c'est des tableaux donc, que l'on fournit ou que vous pouvez vous faire vous-même. Et là-dessus, vous allez marquer que tel jour, vous avez respecté le point numéro 2 du checklist du fabricant pour chaque appareil, etc. Ces tableaux seront à fournir en cas de contrôle des ARS. Et si, malheureusement, il y avait une enquête parce qu'il y a une suspicion d'infection d'un patient, bien, on va venir vous chercher là-dessus, on va vérifier que tout fonctionne bien, que tout soit mis en place. Ça, c'est la première partie du contrôle des ARS. La seconde partie du contrôle des ARS, ils vont vérifier que vous avez les documents nécessaires pour faire fonctionner le cabinet. Premier document, les bordereaux d'incinération de DASRI. J'insiste bien, ce n'est pas les bordereaux d'enlèvement, mais ce sont les bordereaux d'incinération. Je vous rappelle que vous êtes responsable de vos déchets, de vos DASRI, tant que vous n'avez pas reçu le bordereau d'incinération. Voilà pourquoi vous devez exiger de votre prestataire de service qui s'occupe de vos DASRI de vous donner le plus rapidement les bordereaux d'incinération. Certaines compagnies ne les donnent qu'une fois par an. Ça, à mon avis, c'est un petit peu du délire. Ensuite, si vous en avez encore et si vous les démontez, vous aurez les bordereaux d'incinération des amalgames.
Tout ceci, on les garde pendant 3 ans et ensuite vous les détruisez. Il faudra que le contrat, là par exemple, ma société à moi s'appelle IJ Santé, je ne leur fais pas la pub, mais il fallait bien que je monte un contrat. Les contrats donc des sociétés de collecte, etc., vous devez avoir ce contrat dans le cabinet et non pas chez le comptable, il faut qu'il soit chez vous. Le petit bouquin que vous voyez de la grille d'évaluation pour les infections associées aux soins, ça c'est un bouquin de l'ADF qui est totalement disponible sur le site de l'ADF. Vous pouvez l'acheter, il ne se télécharge pas, vous l'achetez, ce n'est pas très cher, ça vaut 5 euros. Et on le réactualise régulièrement au niveau de l'ADF avec mon ami Philippe Rocher. Nous travaillons pas mal là-dessus avec d'autres personnes, bien sûr, nous ne sommes pas les seuls. Et enfin, ça fait partie de la traçabilité de la stérilisation, les fiches de laboratoire que vous avez créées à chaque stérilisation. Et comme vous le voyez ici, s'il y a des tests qui sont faits, et en principe ils doivent être faits, il faut absolument que ces tests soient agrafés dessus. Et ensuite, cette fiche est scannée. C'est ce que vous gardez pendant 20 ans par rapport au dernier acte que vous avez fait sur les patients. Ça, c'est le contrôle des ARS. Ensuite, le plus mauvais, qui vient de tomber il n'y a pas très longtemps, depuis 2019, c'est le contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Grosso modo, le contrôle des douanes, si vous préférez. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'un douanier est assermenté, il a le droit de fouiller tout ce qu'il veut dans le cabinet et vous devez lui montrer les documents qu'il vous demande. Rassurez-vous, pas de perte du secret professionnel puisqu'il va vous demander d'anonymiser les documents en barrant le nom du patient. Par contre, il veut voir si vous donnez bien tous les documents. Donc, pour vous montrer que ça existe, j'ai trouvé ensuite un exemplaire de ce qui a été fait en 2019 avec les amendes qui sont tombées, mais surtout les gens qui se sont fait piéger parce qu'ils ne savaient pas ce que je suis en train de vous expliquer et qu'ils avaient ignoré en toute bonne foi. Des fois, ce n'est pas le cas, mais enfin là, en tout cas, c'était en toute bonne foi les éléments à fournir et donc ça se traduit par des amendes, ce qui est ridicule parce qu'il suffit de s'informer et il n'y a aucun problème. Alors, eux, ce qu'ils vont venir chercher, ils vont venir voir si systématiquement, pour chaque patient, vous éditez le devis légal. Je vous rappelle que le devis légal, actuellement, c'est le devis au format conventionné, notamment avec le reste à charge zéro. Donc, ils vont voir si c'est ces devis que vous donnez au patient ou si c'est des devis que vous avez fabriqués vous-même. Ensuite, ils vont vérifier que vous avez bien communiqué au patient le consentement éclairé non ambigu pour la réalisation de son travail, de sa prothèse, et qu'il a été signé. Voilà. Donc tout ça, ils veulent que ça soit fait systématiquement. Ils vont vérifier si ça a été fait ou pas. Ensuite, c'est la traçabilité de la prothèse. Tous les prothésistes font une traçabilité des produits qu'ils fabriquent depuis 1998. Donc, ça correspond quand même à pas mal de temps. Et donc, c'est pour ça que chaque fois qu'ils font de la prothèse, ils vont vous donner un papier, un certificat de conformité qui donne l'origine de la fabrication de la prothèse, ainsi qu'ensuite les matériaux utilisés pour réaliser la prothèse. Ces certificats de conformité que vous recevez en même temps que les dispositifs médicaux sur mesure, c'est-à-dire vos prothèses, ces certificats, il va falloir les scanner, les garder dans le dossier du patient et leur donner. Ça leur appartient à eux, sachant qu'ils vont le paumer au bout d'une semaine. Ce n'est pas grave, vous devez leur donner et vous gardez-en une trace surtout. Et bien sûr, ils vont vérifier ces contrôles que vous avez réalisé le RGPD. Donc, est-ce que vous avez fait la fiche pour les patients au niveau du lieu d'encaissement et est-ce que vous avez fait votre registre dont j'ai parlé tout à l'heure avec les fiches qui vont avec. Alors, c'est une obligation pour eux d'afficher les fameux tarifs qu'il y a au niveau de la salle d'attente. Vous devez les afficher ainsi qu'à l'endroit où vous allez régler. Donc, encore une fois, les syndicats font ça très bien. Je suis passé encore une fois par les CDF, que j'ai trouvé très, très pratique. Et donc, vous rentrez les actes, il faut que ça soit clair. Ne mettez pas que les codes CCAM, déjà même les praticiens ne les comprennent pas tous. Il faut que ça soit explicite et il faut que les phrases en bleu soient mentionnées. Les phrases en bleu, c'est ce que la ministre a exigé qu'ils soient affichées. Par exemple, que les gens sachent qu'un devis doit être effectué avant de faire tout acte supérieur à 60 euros, etc. Donc voilà, vous devez afficher ça, vous les plastifiez et vous les affichez dans votre salle d'attente, puis dans le secrétariat, l'endroit où les gens vont régler les soins. J'ai remis ma petite affiche à moi, mais vous pouvez voir, vous pourrez mettre par exemple celle du Conseil de l'ordre ou celle du syndicat à votre convenance. Alors pour vous stimuler je te coupe, Patrick, oui. juste pour rebondir un tout petit peu, qu'il faut bien penser à la mise à jour de ces fiches, notamment avec l'évolution de la
CCM. la CCAM actuellement, et que notamment il va y avoir une mise à jour en janvier avec. Tu es obligé, tu as tout à fait raison. J'allais y répondre après, mais tu as bien fait d'en parler maintenant. Bien sûr, je viens de le dire, on doit respecter les dernières conventions, donc du moins les derniers éléments. Cette CCM, chaque fois qu'elle changera, il faudra refaire cette fiche de toute façon. Hein. C'est ça. Et pas Bien qu'en pensé. janvier là, c'est et à l'avenir, parce qu'ils Oui, ne oui, vont oui, pas s'arrêter là. c'est ça. Dès qu'il y a une évolution de la nomenclature, On doit modifier ouais, cette fiche. parce que Sachant qu'on ne met pas tout sur la fiche. Hein. Il n'y a que voilà, quelques c'est que points, quelques quelques cas de actes. prothèses et tout ça. Mais par exemple, pour les appareils, on sait que pour tout ce qui est les prothèses amovibles, il y avoir une modification en janvier. Cette modification devra apparaître sur cette fiche, par exemple. C'est ça. On est d'accord? Très bien. Donc, je continue sur les contrôles des douanes et pour vous stimuler, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc, en juillet 2019, le représentant syndical d'Aquitaine a reçu cette lettre qui disait qu'ils allaient effectuer des contrôles dans des cabinets. Alors, quand ils effectuent les contrôles, ils contrôlent quoi? Eh bien, ils vont contrôler les affichages des honoraires, on vient d'en parler, la chaîne de stérilisation, la non-réutilisation des dispositifs médicaux à usage unique. Alors, ça, c'est quoi ce bazar-là? Des fois, vous le faites, la réutilisation sans faire exprès. Si par exemple, vous utilisez des sachets d'instruments jetables, des sachets avec 4 instruments, et que pour le détartrage, vous n'utilisez que le miroir. En toute bonne foi, certains défont avec délicatesse le miroir et ne touchent pas aux autres instruments qu'ils laissent dans le sachet. Et si vous utilisez ces instruments qui n'ont jamais vu un patient, mais le sachet a été ouvert, vous les utilisez sur un autre patient, c'est réutilisation des dispositifs médicaux à usage unique. C'est passible d'une peine de prison et d'une amende assez lourde. Donc faites attention. L'astuce consiste à faire des kits d'instruments uniques adaptés à votre exercice. Par exemple, pour moi, je suis expert en sté et pratiquement les 3/4 de ma sté, c'est du jetable. Le jetable est beaucoup plus écolo que des instruments que vous allez recycler, etc., que vous allez restériliser. Nos produits de stérilisation sont totalement polluants. Bref, si jamais donc j'utilise de l'usage unique, je vais avoir des sachets avec un seul miroir, des sachets avec miroir et sonde et des sachets avec 4 instruments. Donc je prends le sachet qui va bien en fonction de l'acte que je fais, ce qui m'évite d'être tenté à réutiliser un dispositif médical à usage unique et ça m'évite aussi de gaspiller bêtement les autres instruments quand j'ai ouvert le sachet. Ensuite, ils vont regarder les dates de péremption de tous les produits. Ça avait déjà eu lieu dans les années 2000 à peu près dans les cabinets dentaires. Et on se faisait planter pour même un tube de dentifrice gratuit périmé. C'est-à-dire les échantillons qu'on vous donne. Nous, depuis, il y a toujours, on ne s'est pas fait planter, mais on a fait attention. Et maintenant, nous avons un système de surveillance des dates de péremption des échantillons qu'on nous donne, parce qu'on peut venir vous chercher là-dessus. Et bien sûr, on va regarder aussi le vieux composite que vous n'avez jamais utilisé parce qu'il était dans un coffret promotion avec une teinte complètement aberrante, mais ça, il va falloir le surveiller aussi également. Ils peuvent vous demander, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, tous les documents non couverts par le secret médical ou anonymisés d'un patient. Donc, ils vont en profiter, et ça, ils y tiennent. Le devis conforme à la législation avec le 100% santé. Ensuite, les certificats de dispositifs médicaux sur mesure des prothésistes et les factures des prothésistes, l'origine de ces prothèses. La déclaration 2035 pour un chirurgien dentiste et libéral. Pour ceux qui sont en société d'exercice libéral, ils vont demander la 2065. Ils vont demander le contrat d'évacuation des DASRI, c'est-à-dire de revalorisation des DASRI, ainsi que les bordereaux d'élimination. Alors, en 2019, on a eu les résultats. Ils ont contrôlé 947 établissements. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est une réalité. Ils ont vérifié aussi bien des chirurgiens dentistes libéraux, qui sont majoritairement conventionnés, qui travaillent tout seuls ou à plusieurs. Ce n'est pas un problème. L'enquête s'est déroulée quand même sur 13 régions métropolitaines. Les dom-toms n'y échappent pas. Il y en a quand même 2 dans les dom-toms. 66 départements concernés. Ils avaient quand même 56 enquêteurs. Donc, il faut les nourrir. Donc, il faut qu'ils trouvent des bêtises. Et ils en ont trouvé, puisque le taux des anomalies se monte pratiquement à 70% sur les 947 établissements visités. D'où l'intérêt de la formation que je vous fais pour éviter de vous faire planter. Il ressort que les dispositions de l'arrêté, etc., c'est ce qu'ils disent dans la conclusion, ne sont pas respectées par les chirurgiens dentistes et ils concluent tout simplement, et c'est évident, cette enquête doit être reconduite. Il y a du pognon à faire, donc ils ne vont pas se gêner. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme défaut? Alors,
les différentes anomalies constatées. Dans l'ordre, ce n'est pas dans l'ordre de puissance, du moins que ça soit affligeant ou pas, mais ça existe dans cet ordre-là chez eux. Absence d'affichage d'informations ou des tarifs, ça, ils n'aiment pas du tout, je vous l'ai dit. Et voyez bien qu'il y a écrit au lieu d'encaissement et ou dans la salle d'attente. Mais il précise bien que c'est les deux endroits. Donc, au coût de la fichette, qui ne coûte rien, je vous conseille de le mettre des deux côtés, comme ça, vous n'êtes pas embêté. Ensuite, absence de non-conformité des phrases types sur les frais facturables, honoraires pratiqués, conventionnement. Ça, ces phrases types sont marquées sur le fameux, la fichette dont je vous ai parlé, des CDF, etc., ou du Conseil de l'ordre. Ces phrases sont marquées. Comme vous les avez tirées de là, vous aurez ces phrases en question. Ne fabriquez pas après une affichette en oubliant ces phrases. Affiches non conformes, parfois obsolètes, absence de la mention du conventionnement, des actes sans explication, de la base de remboursement, du libellé de l'acte prothétique, des critères de détermination des honoraires aussi. Absence de la mention obligatoire, votre professionnel de santé doit obligatoirement vous informer, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ça, ils veulent absolument que ça soit écrit donc, sur les affichages des tarifs. Ensuite, ils ont constaté les absences de connaissance de ces éléments. Ils se sont rendus compte que beaucoup de praticiens ne savaient pas qu'ils devaient le faire. Donc voilà, ça, ils l'ont vu. Absence totale ou partielle de remise des documents aux patients, c'est surtout les papiers des prothésistes, etc. Et le consentement éclairé aussi. Absence de mention obligatoire, absence de remise par écrit des informations sur le consentement éclairé, que je viens de dire. Francisation du lieu de fabrication, alors c'est parce que le logiciel peut vous proposer en automatique que toutes les prothèses soient fabriquées en France. Donc certains laissent la fonction automatique, sauf que manque de peau, ils ne les font pas en France et les autres contrôlent. Et en contrôlant, ça se passe mal. Document de conformité incomplet, remplissage automatique, comme je viens de le dire, de la mention origine France. Le manquement relatif au formalisme et à la remise des devis, la non-remise des documents de traçabilité et de conformité est un phénomène global recensé dans toutes les régions, parmi les 70 qui se sont fait planter. Alors, la présente enquête a donné lieu à la rédaction de 4 procès-verbaux pénaux, dont là, ils ont pris cher. 1 pour pratique de francisation et de tromperie. Ils ont contrôlé l'importateur et les origines des stélites, ce n'était pas du tout fait en France. 3 pour pratique commerciale trompeuse sur l'origine des dispositifs médicaux sur mesure également. Donc ça, c'est les 4 gros procès pénaux. Ensuite, il y a eu 11 procès-verbaux administratifs, moins onéreux, mais enfin, ils sont quand même là, dus au cumul de manquements en matière d'affichage des honoraires, non-délivrance des documents de conformité, notamment du prothésiste, etc., de traçabilité, présentation du devis non conforme, absence de la remise de la notice. Ah, quand vous faites le devis conventionné, il y a une dernière page qui apparaît toujours où il y a les explications, soi-disant, du devis qui est livré sans Tranxène et Valium pour arriver à la comprendre. Mais vous devez quand même l'éditer et la donner aux patients. Donc beaucoup ne le font pas et ils se sont fait planter là-dessus. Absence de la remise de cette fameuse notice et absence d'indication du prix du métal, voilà, etc. 142 injonctions de mise en conformité. Donc là, c'est encore un peu moins grave, si vous voulez, pour le devis, la remise des documents, la traçabilité, le cumul des manquements en matière d'affichage. Ça veut dire que s'il repasse et qu'il voit que ça n'a toujours pas été fait, ça va mal se passer. On va monter en graduation des peines. Et enfin, 513 avertissements. Là, ça dépend s'ils ont envie de les donner, d'être gentils ou s'ils font des injonctions. C'est à eux de choisir. Il portait sur le cumul des manquements, toujours pareil, la remise de la notice, du moins pour la prothèse, etc., les documents de traçabilité, les devis non conformes et les règles d'affichage non respectées. Surtout la présence d'un affichage sur le lieu d'encaissement, vous voyez qu'ils y tiennent beaucoup. Alors, ensuite, vous avez dans les obligations, pour ceux qui ont fait la formation sur la radioprotection que nous distribuons vaillamment sur l'UFSBD, auquel je participe avec mon ami Pierre Wolf, le principe, c'est que cette radioprotection, vous devez la connaître et tous les 10 ans, vous devez la refaire. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, sachez que la Sécurité sociale peut réclamer, du moins la CPM, peut réclamer des indus de radio qui vont partir de la date de péremption de votre formation jusqu'à ce que vous ayez refait la formation des 10 ans. Faites très attention à ça, ce n'est pas du pipeau, ils peuvent venir vous chercher là-dessus. Alors, ces obligations, ça va être les contrôles de qualité interne, les fameux 3 clichés que vous devez faire, par trimestre, pardon, donc c'est les 4 clichés que vous devez faire par an pour tester votre appareil au niveau du fauteuil.
de façon à ce qu'on vérifie que cet appareil ne se dérègle pas. Pour ceux qui sont avec une radio panoramique ou un cone-beam, ça revient au même, ils ont une obligation de faire le NRD, le niveau de référence diagnostique, qui est valable que 5 ans. Tous les 5 ans, il faut le refaire. Et pour le faire, vous allez avoir besoin des contrôles quinquennaux qui sont faits par les organismes agréés, style APAV, Socotec, Veritas. Ils vous font un contrôle complet de la machine tous les 5 ans. Et sur ce rapport, il va y avoir les valeurs que vous devez marquer dans le NRD. Et comme ils sont suspicieux, ils vont vous demander de scanner les pages où vous avez trouvé les valeurs du rapport pour être sûr que ça vient du rapport. Ensuite, le praticien, vous devez faire cette formation de la radioprotection tous les 10 ans pour pouvoir coter les clichés. Avoir la formation validante du cone-beam. Pour ceux qui ont eu le cone-beam, attention, on sait très bien que vous ne pouvez pas demander le remboursement du cone-beam à la sécurité sociale quand c'est dans un cas d'implantologie, mais ils peuvent très bien vous réclamer le compte-rendu. Voilà pourquoi nous faisons aussi au niveau de l'UFSBD une formation sur le cone-beam qui permet, comme ceci, une fois dans votre carrière, ça suffit, de coter les cone-beam au niveau de la sécurité sociale, par exemple, pour des endos difficiles, pour des extractions difficiles, mais bien sûr, vous ne les coterez pas pour les implants comme d'habitude. Par contre, pour ça, on vous recommande donc de faire cette formation validante sur le cone-beam. Et enfin, vous devez avoir une PCR. Sachez que les PCR ont une formation à faire pour eux tous les 5 ans. Donc, il faut être sûr que votre PCR qui est dans votre cabinet, qui vient vous aider, est vraiment un jour de sa formation. Sinon, ce n'est pas valable. Ensuite, donc, vous devez faire aussi des formations qui sont toujours aussi distribuées dans le cadre de l'UFSBD. C'est les obligations donc de faire l'attestation de formation aux gestes d'urgence de secours. Voilà. Alors, jusqu'à présent, pour les chirurgiens dentistes, on devait avoir le niveau 2, c'est-à-dire qu'on fait d'abord le niveau 1 qui dure 3 jours, et ensuite, on a 4 ans pour faire le niveau 2, voilà, qui dure une journée, c'est tout. Mais si vous avez raté la date, par exemple, vous avez déjà eu le niveau 2 et donc tous les 4 ans, il y a une journée de remise à niveau. Si vous ratez cette date, il faudra tout reprendre au niveau 1. Donc ne la ratez pas cette date. Et nouveauté, c'est apparu aussi pour les assistantes dentaires. Alors les assistantes dentaires, il y a des obligations de formation qui sont apparues depuis 2019. Et donc depuis janvier 2019, elles doivent faire également la FGSU de niveau 2 et non pas se contenter du niveau 1. Voilà, pareil, avec les mêmes conditions que le praticien, la mise à niveau tous les 4 ans, etc. Bien. Elles ont la formation à la radioprotection plus succincte que la nôtre, mais elles ont cette formation à la radioprotection à faire tous les 3 ans et en général, elle est faite par la PCR. Elles peuvent assister avec leurs praticiens quand nous faisons les formations à la radioprotection. Mais on demande quand même, le Code du travail demande cette formation à la radioprotection tous les 3 ans. Donc, une nouveauté qui est apparue aussi maintenant, on s'est rendu compte que les assistants dentaires qui sont sortis depuis longtemps, elles oublient un petit peu les bases, les fondamentaux, notamment de la chaîne de stérilisation. Donc, le CPNF, la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, depuis octobre 2019, exige que toutes les assistantes dentaires qui sont sorties depuis plus de 5 ans, tous les 5 ans, il va falloir qu'elles fassent une formation pour se remettre à jour au niveau de la stérilisation. Donc là, on y sommes assez fiers au niveau de l'UFSBD de pouvoir proposer cette formation donc, avec donc, un e-learning donc, qui dure 7 heures et qui valide la formation donc, pour 5 ans. Voilà, donc ça, il faut penser à le faire. Elles le font à leur rythme, il n'y a pas de questions pièges, tout ça, c'est simplement une remise en mémoire et vous allez voir qu'il y a des choses qui ont été oubliées. Voilà. Alors, pour sécuriser l'exercice ou quoi que ce soit, il y a toutes les traçabilités, vous avez la possibilité. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces traçabilités, pour les faire, vous devez les faire en présence du logiciel dentaire, donc vous devez paramétrer le logiciel dentaire. L'inconvénient, comme je dis toujours, c'est que nous sommes des latins. Et le latin, il regarde la notice que quand il y a un problème. Donc, vos logiciels dentaires sont souvent excessivement puissants, mais vous vous en servez à même pas 10% de leur capacité. Donc, le message est, faites les formations sur vos logiciels dentaires. En plus, les fournisseurs de logiciels font le maximum pour vous aider. Ils peuvent le faire par Internet, ils peuvent le faire en se déplaçant sur place. Bon, là, avec le Covid, c'est un peu plus dur, mais ils peuvent faire les formations directement dans le cabinet, etc. N'hésitez pas à les faire. Un logiciel bien paramétré vous permettra d'assurer toutes ces traçabilités en toute tranquillité. Voilà. Alors,
voilà les traçabilités qui sont effectuées au niveau du cabinet dentaire et que vous devez faire pour respecter tout ce qui est réglementation, etc. Alors, je les ai classés en deux catégories. Les élémentaires, celles que vous êtes obligé de faire, mais souvent c'est le logiciel dentaire qui le fait, c'est par exemple le dossier patient. Celui-ci doit être complet. Et ce n'est pas en oubliant les attestations ou quoi que ce soit, il faut que tout soit complet. Il y aura le document unique. Le document unique, donc, qui est obligatoire dès que vous avez un salarié, donc la femme de ménage. Dès que vous avez la femme de ménage, par exemple, vous devez avoir le document unique du cabinet. Malheureusement pour vous, ce document unique, il n'existe pas un produit tout fait, un cahier tout fait et que vous allez pouvoir mettre dans votre cabinet. En vérité, vous devez le construire vous-même. Donc, nous avons organisé avec l'UFSBD 2 après-midi pour vous aider à le mettre en place. Et ce document unique, il est adapté à chaque structure. Donc, c'est pour ça qu'il n'existe pas un document universel parce que toutes les structures sont indépendantes. Ensuite, il y a les réglementaires. Les réglementaires, c'est celles que vous devez faire. En bleu, le bleu, déclaration, etc., on va déclarer la cosmétovigilance, pharmacovigilance ou matériovigilance que s'il y a un problème. Dans la formation, je vous indique dans quel cas il faut déclarer ou pas. Alors que tout ce qui est en vert, c'est ce qu'il va falloir rentrer dans les dossiers des patients. Alors, le dossier du patient, pour qu'il soit complet, voilà ce qu'on va réclamer et c'est au niveau du logiciel qu'on va faire le maximum d'éléments. Il faut noter le plan de traitement, noter les soins effectués, noter les motifs des ordonnances. Vous devez réactualiser régulièrement le questionnaire médical, parce que très souvent, ça, c'est oublié. Faire les comptes rendus de toutes les radiographies, ça, c'est beaucoup plus dur, notamment au niveau de la panoramique, ça sera très utile. Donc, en paramétrant comme ils font le logiciel, vous pouvez déjà faire des comptes rendus de façon très rapide, on va dire mécanique, qui seront développés en plus en profondeur en cas de besoin s'il y avait une enquête qui se produit dans le cabinet. Ensuite, vous devez conserver des courriers échangés avec les correspondants et comme vous pouvez le voir, tout va passer par le numérique, d'où le RGPD et les fiches de traçabilité des dispositifs médicaux sur mesure. Alors, le document unique, donc, est obligatoire dès le premier salarié. Les pompiers, quand ils vont arriver, vont vous demander le document unique, s'il y a un contrôle des pompiers. Le préfet est en droit de vous demander le document unique. La médecine du travail va vous demander le document unique s'ils viennent visiter les salariés dans le cabinet. Donc, vous devez savoir le faire. Il y a plusieurs méthodes et là, ce qu'on va vous indiquer, nous, quand on va faire la formation, c'est grosso modo pour comprendre en quoi il consiste. Alors déjà, il va être fait avec tous les membres du cabinet. C'est pour ça que dans la formation que je vais vous proposer dans les jours suivants, dans cette formation, on va apprendre à travailler en équipe et je vais faire des cours sur le management et sur la communication pour arriver à faire une vraie équipe capable de travailler et notamment un des premiers travaux va consister à faire le document unique, se mettre tous ensemble et participer à sa réalisation. Donc, ce document unique, il consiste à, par exemple, dans une pièce, on va essayer d'identifier les risques d'accidents par pièce. On va évaluer la dangerosité de ces accidents au niveau des personnes et on va mettre en place des actions correctives pour pas qu'ils se blessent. Je donne un exemple tout bête. Au niveau de, mettons, de la salle de stérilisation, le sol, c'est du carrelage. On se rend compte que s'il est mouillé, on va glisser. C'est ce que vous voyez classiquement dans toutes les administrations. Qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que c'est un impact sur le corps humain? Si on tombe mal, on peut se casser une jambe, on peut se casser le col du fémur, enfin, ça va à l'infini. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais mettre en place pour ne pas me blesser? Le fameux panneau jaune avec attention, sol mouillé, où on va traiter cette pièce beaucoup plus tôt pour que quand vous arrivez à 9 h, le sol soit sec. Voilà, grosso modo, en quoi consiste le document unique. Il faudra faire ça pour tous les éléments qu'il y a dans chaque pièce et essayer de voir avec les personnes qui travaillent dans ces pièces-là où sont les dangers. Voilà pourquoi il est fait avec tous les membres du cabinet. Il est réactualisé annuellement. Donc, le plus gros du travail, une fois qu'il est mis en place, c'est juste de faire des ajustements parce que vous ne pourrez pas du premier coup gérer tous les risques d'incidents qu'il peut y avoir au niveau de toutes les pièces. Donc moi, il y aura 2 après-midi de mise en pratique en visioconférence le 10 et 24 juin 2021 pour vous apprendre avec votre équipe comment vous devez faire le document unique de votre cabinet. Le document unique, on va retrouver à l'intérieur toute la gestion des risques. On va donc avoir le risque incendie, le risque électrique, le risque chimique, radiologique, le risque infectieux, le risque physique et le risque juridique. Et on va retrouver dans le document unique les formations obligatoires pour vos salariés. Comme on vient de voir tout à l'heure, c'était la FGSU. Tout va être dans le document unique ainsi que la formation des assistants.
Alors, les assistantes dentaires, obligation pour les assistantes dentaires, on l'a vu tout à l'heure, ça va être fixé dans le document unique, la radioprotection tous les 3 ans, on l'a vu, la FGSU de niveau 2, et ensuite, ça on l'avait vu tout à l'heure, la formation avec donc la traçabilité et surtout l'e-learning de la stérilisation. Alors, j'en ai fini avec les traçabilités élémentaires. Voyons maintenant les réglementaires. Quand est-ce que je vais faire une déclaration? Je vais dégrossir et vous donner les grandes lignes maintenant. Alors, pourquoi on fait toutes ces traçabilités? Ce n'est pas pour vous embêter parce que vous avez d'autres chats à fouetter. C'est simplement pour la protection des patients, pour la protection du praticien, notamment la traçabilité de la stérilisation. Ça sert à vous innocenter en cas de suspicion d'infection d'un patient. C'est pour la sécurité de l'exercice. Ça permet aussi de communiquer à l'ensemble de la population les risques de tels produits ou de tels médicaments, etc. Et puis, en cas de contrôle et de litige, la traçabilité va vous permettre de travailler plus sereinement parce que vous pourrez donner tous les éléments au contrôleur. Depuis quand il faut tracer? Quand on me pose la question, on trace normalement depuis 1998. Et à mon avis, dans la profession, on doit être 3% à le faire. Donc, tant, comme on dit toujours, pas vu, pas pris, ça passe bien, sauf que maintenant, ils ont besoin d'argent, ils vont venir contrôler partout, vous l'avez vu avec les ARS, et vous avez vu avec le RGPD, donc ils vont venir vérifier partout, vous avez intérêt à vous mettre aux traçabilités. Alors, qu'est-ce qu'il faut tracer? Seulement s'il y a un problème, la cosmétovigilance, les cosmétiques qui ont blessé des individus. La pharmacovigilance, seulement tous les produits qui ont une AMM. Il y aura donc une partie à tracer dans le dossier du patient et une partie à déclarer en cas de problème. La matériovigilance, c'est tous les produits qui restent plus de 3 heures en bouche. Dans cela, il va falloir les noter dans le logiciel. Et enfin, la stérilisation des dispositifs médicaux. Pour travailler, attention, là, on va se servir aussi de tout ce que vous achetez qui est stérile, comme les champs, les compresses, les blouses ou quoi que ce soit. Ça fait partie donc de la stérilisation d'EDN, même si vous n'avez pas fait la stérilisation dans votre cabinet, il va falloir faire la traçabilité de ces produits. Alors ça, c'est pour vous montrer que j'arrive à faire tout ça très facilement parce que j'utilise la gestion informatisée de mon logiciel. Donc, j'associe une fois pour toutes les produits que j'achète aux actes de soins que je vais faire. Donc, par exemple, au moment où j'achète les produits, je vais les classifier au niveau de ma gestion de stock informatisée. Je vais les classifier en, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche, tout ce qui est noir, je n'ai pas besoin de le tracer, ça ne reste pas 3 heures en bouche, et puis de toute façon, ce n'est pas de la matériovigilance. Tout ce qui est en bleu, c'est de la matériovigilance. Tout ce qui est en pourpre, c'est la trousse d'urgence, parce que je me suis rendu compte que personne ne surveillait les médicaments de la trousse d'urgence. Et quand on en a besoin, ils sont périmés. Donc, l'avantage avec ce système, c'est que quand vous faites la gestion informatisée de cette façon, le matin où le produit est périmé, à l'ouverture du logiciel, il vous prévient en vous disant aujourd'hui, tel produit de la trousse d'urgence est périmé. Et vous êtes sûr de rien oublier. Enfin, en vert sur cet écran-là, vous voyez tout ce qui est accès à la pharmacovigilance. De l'autre côté, je vous montre tout simplement, c'est que j'ai fait l'extraction de la 37. Et si je clique avec le clic de droite sur le petit triangle jaune, voilà tout ce qui s'est rentré en automatique parce que les actes étaient paramétrés à l'avance et je sors le produit que je n'ai pas utilisé parce qu'on va essayer d'inventer, voir tout ce qu'on pourrait avoir besoin quand on fait cet acte. Vous voyez donc, il y a de la matériovigilance avec, mettons, les aiguilles Terumo qui étaient stériles, on est d'accord. Vous avez les bistouris jetables, etc. Vous avez aussi des produits, notamment la bétadine. Ça a une AMM, la bétadine, donc elle est tracée en pharmacovigilance. Voilà. Ensuite, dans le cours, on envisagera le management. On n'a pas été formé par ça et tout ne se résume pas à être un dictateur dans le cabinet dentaire. Donc, il va falloir savoir s'adapter son management à la personne qui est en face de vous parce que tout le monde ne souhaite pas travailler de la même façon et donc il va falloir adapter votre management à la capacité de la personne qui est en face de vous à évoluer. Ensuite, il y aura la délégation. Donc, au niveau de la délégation, l'idée, c'est que quand vous avez bien formé votre équipe, vous allez pouvoir confier des tâches à cette équipe et vous débarrasser de ces tâches. Se débarrasser, ce n'est pas tout à fait le terme exact, puisque la délégation, c'est confier une tâche, mais la surveiller quand même, parce que vous êtes responsable de la tâche au niveau juridique. Il y a la communication, parce que la communication, 70% de la communication, c'est du non-verbal, c'est-à-dire la gestuelle,
la manière dont on est habillé, la manière dont on s'exprime et tout ça. S'exprime, c'est du verbal, mais tout ça, 70% de la communication est pourrie et contaminée par le non-verbal. Donc, on va vous apprendre dans ce cours quels sont les éléments auxquels il faut que vous fassiez attention pour que le message passe bien. Sans compter que ce message va être déformé par l'éducation de chaque personne. Vous allez transmettre avec votre éducation et ça va être reçu avec une autre éducation. Enfin, je vous apprendrai dans ce cours-là à faire la gestion du conflit. Ce n'est pas tellement agréable, mais je vous donne les moyens de pouvoir vous sortir de situations difficiles pour que l'équipe fonctionne. Et enfin, les entretiens, quels sont les différents entretiens que vous pouvez avoir au sein du cabinet dentaire. N'oubliez pas, si vous voulez savoir tout ce qu'on est capable de faire à l'UFSBD, vous pouvez aller sur le site des formations de l'UFSBD. Voilà. Alors, tous les formats existent. On a les présentiels, enfin, pour l'instant, dommage, mais on a les présentiels, les vidéoconférences, les e-learning. N'hésitez pas, donc je vous laisse prendre les coordonnées là-dessus. Donc, sur cet espace-là, vous trouverez toutes les formations que nous dispensons avec des formateurs qui ont le niveau, parce que c'est des personnes qu'on trie, qu'on choisit sur le volet, et c'est des personnes qui amènent énormément d'informations et qui sont surtout réactualisées. Pour vous inscrire à la formation que je vais faire donc sur le réglementaire, la formation de l'équipe, le management, la communication, tout ça, ça va être traité dans la même séance. Voilà, ça aura lieu la prochaine, le 6 mai 2021. Vous pouvez vous inscrire à l'adresse qui suit. Et je vous remercie de votre attention. Merci Patrick. Donc, pour rebondir sur les formations, donc, il y a en effet encore quelques formations qui sont maintenues en présentiel, comme par exemple la GSU, qui elle se fait en présentiel. Ouais, elle se fait en présentiel. Bon, sinon d'autres ont été transformées en visioconférence, mais qui marchent plutôt bien. On a des excellents retours parce qu'en fait, ça reste quand même très dynamique. Il y a des quiz, il y a des petits jeux, il y a des choses comme ça pour changer un petit peu. Interactif et qui est un échange. Et bien évidemment, chaque personne peut converser et poser aussi ses questions sur lesquelles on y répond. Donc, est-ce que tu as des questions? Oui, on a des questions. Alors forcément, on a de réduire 7 heures de formation en 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Ben, forcément, ça va vite et on a beaucoup d'éléments qui nous sont donnés. Donc, je voudrais juste rassurer nos participants qu'il y a un replay qui sera disponible dès demain sur notre site UFSBD. Ou alors, le lien sera donné aussi via nos réseaux sociaux. Donc, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous pourrez revoir ce webinaire en replay. Et puis, bien évidemment, si vous voulez l'approfondir et être au point à 100%, de suivre la formation que le docteur Beaune nous a voilà, en mai, le 6 mai. Voilà. En mai. Donc, en attendant, donc en mai, on a le temps de se préparer et puis de commencer quelques trucs. Oui, parce que les contrôles sont lancés, donc il faut quand même connaître le minimum. J'ai donné le minimum pour déjà qu'ils se dépannent un petit peu, mais on va beaucoup plus loin et on assure plus loin dans la formation complète. Ouais, notamment tous les affichages obligatoires, ça c'est quand même pas très compliqué à mettre en place et donc on peut déjà commencer par ça. Alors, il y a le docteur Deza Alexandre qui fait partie aussi de l'équipe de l'UFSBD qui est là aussi pour nous aider. Oui. Et donc, on va te poser quelques questions. Et vas-y. Donc, je commence et puis après, je vais laisser la main à Alexandre. Donc, mais je pense que ça, tu y as un peu répondu par ton sachet avec tes 4 instruments. Quand on ouvre un sachet de pompe à salive qui en comporte plusieurs, que se passe-t-il? Ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Alors, si elles étaient stériles, en principe, elles le sont, ben, le fait d'avoir ouvert le sachet, dommage. Donc, plusieurs possibilités à ce moment-là. Si ce n'est pas un acte invasif, en faisant attention d'éviter de manipuler ces canules avec les mains souillées, bien sûr, à ce moment-là, ben, vous mettez comme protocole que vous en mettez une par plateau et que vous le distribuez comme ceci. Ce n'est pas franchement l'idéal, mais moi, par exemple, j'utilise des canules d'aspiration style Dur-Dental, les grosses canules, je les achète en usage unique, stériles. Elles sont en sachet indépendant et stériles. Ça vaut que quelques centimes.
c'est l'instrument le plus long à nettoyer en salle de stérilisation. Donc voilà, je recommande plutôt d'acheter ces canules. Alors suivant, si c'est juste des pompes à salive, évidemment, vous allez les avoir en paquet, on est bien d'accord. Mais ce qui peut vous rassurer, c'est qu'elles doivent être désinfectées, mais elles ne sont pas obligées d'être stériles, puisque elles ne vont pas se faire, elles ne vont pas être utilisées lors d'actes invasifs. Si elles doivent être utilisées lors d'actes invasifs, il faudrait qu'elles soient stériles, et là, on va avoir un souci avec le plastique. Donc, en vérité, les éléments en plastique, sachez-le, ne sont pas stérilisés dans un autoclave, ils sont stérilisés au rayon gamma. Donc, avec le rayon gamma, on est capable de stériliser tout plastique sans le faire fondre, alors que dans le reste, dans l'autoclave, on les ferait fondre. Alexandre, je te laisse Oui, la main. nickel. Alors, du coup, on va rebondir là-dessus sur toujours cette histoire d'outils stérilisés. Quand on les manipule, on utilise des gants, Oui, mais souvent, ces gants, c'est pas des gants stériles. Du coup, comment on fait? c'est pas des gants. Stériles. C'est des C'est gants pas non des gants stériles qu'on stériles, utilise, tu vois, d'accord, dans des ok. grosses boîtes de Oui, 100 oui. gants. Mais on va les manipuler avant qu'ils aillent à l'autoclave. Mhm. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on mette des gants, même s'ils ne sont pas stériles, ce n'est pas des gants souillés, c'est des gants que vous avez sortis de la boîte. C'est juste pour mettre les dispositifs médicaux dans les sachets. Mais ensuite, quand vous allez les stériliser, là, ils seront stériles. Et je rappelle qu'on ne touche pas des instruments stériles avec des gants non stériles, puisque officiellement, au niveau du soin, l'assistante va faire ce qu'on appelle le pulling, c'est-à-dire qu'elle va ouvrir le sachet des deux côtés, et c'est le praticien qui attrape l'instrument. Donc, ce n'est pas un souci d'avoir les gants non stériles au moment de la mise en sachet. Et après, L'essentiel, c'est qu'on ne veut pas de contamination manuportée. par contre, je ne sais pas si elle précisait si c'était lors d'acte, si le praticien utilisait des gants stériles ou pas. Tu vois? Voilà. Alors, pour tous les actes de soins, sauf pour la chirurgie et bien sûr pour l'implantologie, on n'est pas obligé d'utiliser des gants stériles. On utilise surtout une paire de gants par patient pour éviter la contamination croisée. C'est tout. Les gants stériles sont réservés aux actes chirurgicaux, c'est-à-dire aux actes invasifs. Ok, oui, bah ça, c'est ce qu'elle était en train de rajouter en question. Euh, Ensuite, on aimerait bien que tu reviennes un petit peu sur le consentement éclairé du patient. Voilà. Alors, le consentement éclairé, il consiste en quoi? Il consiste à informer le patient de la solution qu'on a trouvée pour son cas de prothèse, mais surtout, qu'est-ce qu'il risque s'il ne le fait pas? Qu'est-ce que ça va lui apporter s'il le fait? Si, mettons, il a peur qu'on lui dévitalise la dent, on va être obligé de lui expliquer que s'il ne dévitalise pas la dent, l'infection peut progresser et commencer à avoir des conséquences importantes sur le corps. Le consentement éclairé, c'est cela. C'est-à-dire mettre le patient devant tout, il doit pouvoir choisir en ayant tout le déroulé de ce qui pourrait se passer s'il ne le fait pas. Et par contre, les avantages que ça lui apporte s'il le fait. C'est ça un consentement éclairé. Le Et du, souci qu'on a, c'est qu'il faut que la personne soit en âge et soit capable de le comprendre. et du Donc, coup, comment on par exemple, apporte quand on tombe sur un adulte, mais qui est sous tutelle, ben, le consentement éclairé, il va falloir l'expliquer au tuteur. moi, en fait, c'était plus par rapport à la preuve d'avoir donné le consentement éclairé et comment on Alors fait un peu voilà, cette là, preuve. c'est tout à fait, je comprends ce que tu veux dire. Alors par exemple, bon, pour moi qui travaille avec le logiciel Julie, c'est facile puisque j'utilise ce qu'on appelle le programme Julitab. Autrement dit, j'utilise un iPad et cet iPad est directement en communication avec le logiciel dentaire et le document, ce fameux document, le consentement éclairé, est déjà inclus dans l'iPad. Donc le patient peut le lire, je peux lui expliquer et à la fin, il le signe, je le signe et je peux lui envoyer par Internet puisque l'idée pour nous, c'est d'arrêter, de passer au zéro support papier. L'iPad permet d'avoir la signature du patient et ma signature. Et si on fait quelque chose papier qu'on scanne, ça a la même valeur, on est d'accord. Exactement. Les scans sont l'équivalent d'une copie conforme depuis l'an 2000. C'est reconnu comme copie conforme depuis l'an 2000, notamment ceux qui sont sur le procédé autodidacte. Et ça, c'est autre chose. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois qu'on avait une autre question. Euh,
Sur la LGSU, j'ai répondu normalement, ça c'était bon. Même si on est ortho et qu'on a des médecins dans le local, il faut qu'on fasse la LGSU, on est obligé. Oui, oui. Moi, je voulais juste revenir sur la formation Conbim que tu nous as Oui. évoquée. Tu as dit qu'en fait, elle nous permettait après de pouvoir coter Des Conbim pour les la soins. formation, voilà, nous permettait de pouvoir coter des Conbim, notamment ceux qui sont remboursables. Mais en fait, la formation nous sert aussi à apprendre comment rédiger notre compte Tout à rendu. fait, tout à fait. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, même si pour les implants, on ne cote pas, on ne demande pas à la sécurité sociale de rembourser ses Conbim, je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité sociale est en droit de vous réclamer le compte rendu de ce cliché. Et ça, vous apprenez à faire les comptes rendus dans la formation validante. J'en profite pour donner un petit élément supplémentaire. Pour ceux qui ont le Conbim, bien sûr, encore une fois, on peut avoir des vendeurs peu scrupuleux qui vont vous vendre un réacteur atomique, c'est-à-dire un Conbim qui vous prend du front au nombril. Le problème, c'est qu'il faut se calmer sur la taille des Conbim, parce qu'une taille trop importante va montrer une foule de détails, ça va être énorme la quantité de détails, et vous êtes censé déclarer et vous êtes censé marquer tout ce que vous avez vu. Donc imaginons que le Conbim est trop large et qu'on voit la selle turcique, s'il y a un cancer au niveau de la selle turcique, de l'hypophyse ou quoi que ce soit, et que vous ne l'avez pas déclaré, ça va vous retomber dessus. Au-delà de 15 par 5 ou en général, oui, 15 par 5 ou 15 par 8 maximum, il faut être radiologue. Or, les vendeurs vous vendent des machines qui sont valables pour les radiologues. Donc, faites attention à ça, ne vous laissez pas piéger là-dessus. On avait une autre question sur ces histoires de scans qui sont valables pour copie conforme, mais quand on signe, maintenant, les logiciels nous proposent aussi des signatures électroniques sécurisées. Oui, c'est bon, ça marche. Alors, soit c'est des sites qui les proposent, on s'inscrit sur ce site et le site s'engage à ce que ça soit la signature, officielle. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous utilisez l'iPad ou quoi que ce soit, la signature reproduit exactement le trait du crayon. Le problème, par exemple, la signature, on doit quand même voir apparaître votre signature physique. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'au niveau du scan, il faut avoir une résolution suffisante pour voir tout le tracé que vous allez faire, parce que sur un stylo, vous appuyez plus ou moins fort quand vous faites votre signature. Donc, pour que le scan soit valable, il faut qu'on voit la totalité de votre signature physique. Alors, moi, je pense répondre aussi à la dame qui demande la question inverse, pourquoi faut-il ce genre de choses plutôt qu'un scan? Je pense qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir un logiciel de signature électronique. Non, puisque on peut très bien imprimer le document, on n'est pas obligé de tout faire en numérique. J'imprime le document, je fais signer le patient, je signe, et ensuite, si je veux, je scanne le document pour en garder une trace. Voilà. Je l'imprime en double et puis je garde. L'idée, c'est que le RGPD, il faut diminuer la quantité de stock d'informations. Je l'ai dit tout à l'heure. Au niveau du RGPD, le but, c'est de diminuer le stockage. C'est pour ça qu'on va passer au maximum en numérique, parce qu'en numérique, on va compresser les données, et c'est autre chose que d'avoir une salle d'archives qui pèse 3 tonnes avec des papiers. Le stylo électronique nous permet juste de ne pas imprimer le papier, de ne pas avoir l'étape de scan à faire manuellement. Voilà. Donc ça, c'est autre chose. Je suis d'accord avec toi. Donc en fait, là, c'est un gain de temps. Très souvent, vous trouvez en USB des petits pads sur lesquels vous avez un stylo, comme sur les téléphones, quand vous avez les smartphones, vous avez un petit stylet pour écrire dessus, quoi. Oui, bien sûr. Donc ça se trouve. Hein. Nous, sur l'iPad, ils signent avec leur doigt. Le doigt remplace le stylo et ça marche très bien. Ouais. Ensuite, on nous demandait si dans ta formation radio, tu parlais aussi des diagnostics sur les panneaux, Patrick. Oui, bien sûr. Alors, les diagnostics sur les panneaux, encore une fois, il faut que vous compreniez que pour un juge, vous avez fait courir un risque au patient en faisant un cliché radiographique, parce que ce n'est pas anodin pour certaines personnes, ça peut induire, on appelle ça les effets stochastiques, ça peut créer un problème au niveau de la santé. Donc, ils estiment que quand vous avez fait prendre ce risque au patient, vous devez exploiter à fond tout le contenu de la panoramique. Alors, ça, c'est développé le plus avec notre spécialiste en Conbim et tout ça, qui est aussi un spécialiste en imagerie numérique. Mais nous, lors de la formation, on donne les bases aussi.
je donne les critères pour faire une bonne panneau avec les parallélismes entre les branches montantes, etc., les plans d'occlusion et tout le bazar. Donc, on explique ça, on prend le temps avec mon ami Pierre Wolf d'expliquer tout ça à nos confrères qui suivent cette formation. Et les éléments pièges qu'on peut avoir sur une panneau, ne pas confondre un trou mentonnier, ça vous le savez, avec un abcès. Mais bon, il y a d'autres éléments, il y a d'autres subtilités, etc. Et on vous donne déjà la base. On les donne aussi d'ailleurs pour tout ce qui est Conbeam, mais on dégrossit et c'est la vraie formation validante du Conbeam qui va aller dans les détails. Ensuite, on nous redemandait, alors j'avais répondu par écrit, mais tu peux peut-être me le confirmer, la conservation des dossiers patients si jamais le patient est décédé. Normalement, alors, s'il est décédé, cette conservation doit être de 10 ans par rapport à la date du décès. On est bien d'accord, c'est ce que je lui avais répondu. Nickel. C'est très bien, c'est très bien. Et on voit après, que tu as suivi la formation. Il y a, je crois, aussi par rapport à la majorité. Oui, il y a quelque chose par rapport à la majorité aussi. Oui, en fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'officiellement, si jamais tu n'as pas refait, si tu n'as pas resoigné ce patient, on est d'accord, puisque on repart pour 20 ans chaque fois que tu le soignes. Donc, imagine que c'est quelqu'un que tu as soigné quand il était jeune et que tu ne l'as pas revu depuis, tu dois garder le dossier jusqu'à, même si tu ne l'as pas resoigné, jusqu'à ses 28 ans inclus, c'est-à-dire jusqu'à 29 ans. C'est ça. À ses 29 ans, lui, d'accord? À condition de ne pas l'avoir resoigné. Hein. Sinon, on repart pour 20 ans à chaque soin. Oui, bien sûr. On ajoute les années. Après, on avait une question au niveau stockage des données sur les cycles de sté de l'autoclave. Normalement, là, la personne disait qu'elle les sauvegardait sur une clé USB. Est-ce qu'il faut aussi faire une sauvegarde de cette clé sur un disque dur externe? Tout à fait, tout à fait. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alexandre, parce que vous faites confiance à un support numérique. C'est du délire. Un support numérique, ça se démagnétise. Vous posez votre iPhone à côté de la clé USB, il peut très bien la démagnétiser s'il est en recherche de réseau. Donc, on ne peut pas faire confiance à ça. C'est pour ça que les fabricants vous donnent un adaptateur USB pour récupérer, en général, c'est des cartes SD qui sont sur les stérilisateurs. Vous les récupérez sur cet adaptateur et vous les chargez sur un autre programme de stockage. Et officiellement, nos données qu'il faut garder 20 ans, un disque dur est donné que pour 5 ans. Un disque dur, ça ne dure pas plus de 5 ans. Donc, à ce moment-là, ce que je vous recommande, ce que je fais aussi, et c'est ce que j'enseigne à la faculté, on va faire des gravures avec des disques Blu-ray. Une bonne gravure, c'est 20 ans. Et un disque Blu-ray, c'est 10 €. D'accord. Donc, avec un graveur USB qui se branche sur l'ordinateur, un graveur Blu-ray et des disques Blu-ray de chez Verbatim qui sont capables de récupérer 100 gigas de données, vous êtes en mesure de pouvoir de conserver les données les fameux 20 ans. Mais faites pas confiance à une clé USB. Hein. De même, quand vous allez sur les réseaux, la grande mode maintenant, c'est d'aller sur le cloud. Attention sur le cloud. Les deux seuls clouds sécurisés en France à votre disposition, c'est celui d'Orange Business et celui de SFR professionnel. Parce que quand vous êtes sur Dropbox, quand vous êtes sur Google Drive, quand vous êtes sur le OneDrive, etc., ces clouds sont hébergés aux États-Unis. Ils dépendent de la loi américaine, alors que Orange et SFR dépendent de la CNIL, de la loi française. Donc là, les données sont bien sécurisées. Sachez que tout ce qui est sécurisé aux États-Unis, avec le pacte Patriot qui a eu lieu, qui a été mis en place après les attentats du 11 septembre, le FBI peut regarder toutes vos données sans aucun problème. C'est tout à fait légal aux États-Unis. Ok, très bien. Ben, écoute, merci en tout cas de ton enseignement, de tes petits astuces voilà, que tu nous donnes. Notamment, je rebondis aussi sur le classeur mural qui évite d'afficher chaque affiche les unes à côté des autres. Ouais, ça évite de ressembler à un kiosque. Sinon, ta salle de thé, c'est un kiosque à journaux. C'est ça, exactement. Donc voilà. Bon, bref, vous avez compris que le Dr Bone a plein d'astuces à vous donner et pour permettre d'être aux normes, dans la réglementation. Comme ça, vous vous concentrez sur votre travail et le reste à côté, vous savez que vous ne risquez rien. C'est ça l'idée.
Exactement. Donc, je vous remercie de votre participation, de votre écoute. Je remercie le docteur Deza de m'avoir accompagné pour l'animation de ce webinaire. Patrick, je te remercie aussi. Avec plaisir. Et puis, donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouvera en janvier pour de nouvelles conférences pratiques dentaires. À bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.